Dumbledore attrapa Harry par le poignet. « Souviens-toi, ferme ton esprit !» Mais lorsque ses doigts entourèrent le poignet de Harry, une douleur aiguë traversa la cicatrice de son front, et il ressentit à nouveau ce terrible désir de frapper Dumbledore à la manière d'un serpent, de le mordre, de lui faire mal. « Tu comprendras plus tard, » murmura Dumbledore. Fumsec décrivit un cercle autour du bureau et descendit vers lui. Dumbledore lâcha Harry, leva la main et attrapa la longue queue dorée du phénix. Il y eut alors un éclair enflammé et tous deux disparurent en même temps. « Où est-il » hurla Fudge en se redressant péniblement. « Où est-il » ?»« Je ne sais pas, » s'étonna Kingsley qui s'était relevé d'un bond. « Il ne peut pas avoir transplané » s'exclama Ombrage. « C'est impossible dans l'enceinte de cette école !»« Les escaliers !» s'écria Dawlish. Il se précipita vers la porte, l'ouvrit à la volée et disparut, suivi de près par Kingsley et Ombrage. Fudge hésita, puis se releva lentement en époussetant ses vêtements. Un long et douloureux silence s'installa. « Eh bien, Minerva !» dit enfin Fudge d'un ton mauvais en lissant la manche déchirée de sa chemise. « J'ai bien peur que ce ne soit la fin de votre ami Dumbledore. »« Vous croyez vraiment ?» répondit le professeur McGonagall avec mépris. Fudge sembla ne pas l'avoir entendu. Il regardait le bureau dévasté. Quelques portraits émirent des sifflements hostiles. En le regardant, certains lui adressèrent même des gestes grossiers de la main. « Vous feriez bien d'envoyer ces deux-là se coucher !» dit Fudge. Il se retourna vers le professeur McGonagall en désignant Harry et Marietta d'un signe de tête dédaigneux. Le professeur McGonagall ne répondit rien, mais entraîna Harry et Marietta vers la sortie. Lorsque la porte se referma sur eux, Harry entendit la voix de Phineas Nigellus. « Voyez-vous, monsieur le ministre, il y a bien des sujets sur lesquels je suis en désaccord avec Dumbledore, mais il faut lui reconnaître qu'il ne manque pas de style. » Chapitre 28. Le pire souvenir de Rogue. Par ordre du ministère de la Magie, Dolores Jane Ombrage, grande inquisitrice, remplace Albus Dumbledore à la direction de l'école de sorcellerie Poudlard, conformément au décret d'éducation numéro 28, signé Cornelius Oswald Fudge, ministre de la Magie. En une nuit, la nouvelle avait été placardée dans toute l'école. Mais cela n'expliquait pas comment tout le monde dans le château pouvait savoir que Dumbledore avait réussi à s'échapper en terrassant à lui tout seul deux aurores, la grande inquisitrice, le ministre de la Magie et son jeune assistant. Partout où allait Harry, on ne parlait que de la fuite de Dumbledore, et bien que certains détails aient été enjolivés, Harry entendit une élève de 2e année raconter à une amie que Fudge se trouvait à présent à Sainte-Mangouste avec une citrouille à la place de la tête. Il était surpris par l'exactitude des informations qui circulaient. Chacun savait par exemple que Harry et Marietta avaient été les seuls élèves témoins de la scène. Or, comme Marietta ne quittait plus l'infirmerie, Harry subissait le siège de tous ceux qui voulaient entendre un récit de première main. « Dumbledore sera bientôt de retour !» assura Ernie Macmillan en revenant du cours de botanique après avoir écouté avec attention Harry raconter l'histoire. « Ils ne sont pas parvenus à se débarrasser de lui au cours de notre 2e année. Ils n'y arriveront pas plus cette fois. Le moine Graham a dit... » Il baissa la voix avec des airs de conspirateur obligeant Harry, Ron et Hermione à se rapprocher de lui pour l'entendre. Ombrage a essayé d'entrer dans son bureau la nuit dernière, après qu'on l'a cherché partout dans le château et dans le parc. Elle n'a pas réussi à passer la gargouille. Le bureau s'est fermé hermétiquement devant elle, dit-il avec un sourire goguenard. Il paraît qu'elle a piqué une assez belle crise de rage. Elle devait sûrement s'imaginer trônant à la place du directeur, dit Hermione d'un ton hargneux, tandis qu'il montait les marches de pierre qui menaient dans le hall d'entrée. Elle se voyait déjà régenter tous les autres profs, cette espèce de stupide vieille boursouflure, assoiffée de pouvoir. Tu veux peut-être encore ajouter quelque chose, Granger ? Drago Malfoy avait surgi de derrière la porte, suivi de Crabbe et de Goyle. Son visage pâle et pointu rayonnait de méchanceté. Bien peur d'avoir à enlever quelques points à Gryffondor et Poufsouffle, dit-il de sa voix traînante. Tu ne peux pas enlever des points aux autres préfets, Malfoy,
dit aussitôt Ernie. « Je sais bien que les préfets peuvent pas enlever de points entre eux, » lança Malfoy d'un ton sarcastique. Crabbe et Goyle ricanèrent. « En revanche, les membres de la brigade inquisitoriale... »« La quoi ?» demanda Hermione d'un ton sec. « La brigade inquisitoriale, Granger, » répondit Malfoy, en montrant du doigt un minuscule I argenté épinglé sur sa robe de sorcier juste au-dessous de son insigne de préfet. Il s'agit d'un groupe d'élèves triés sur le volet qui soutiennent le ministère de la Magie et sont spécialement choisis par le professeur Ombrage. Or, les membres de la brigade inquisitoriale ont le droit d'enlever des points. Donc, Granger, je t'enlève 5 points pour avoir été grossière avec notre nouvelle directrice. Macmillan, 5 points pour m'avoir contredit. Potter, 5 points parce que je ne t'aime pas. Wesley, il y a un pan de ta chemise qui dépasse, ce qui te coûtera également 5 points. Ah, et puis j'oubliais, tu es une sang de bourbe, Granger. Ça vaut bien 10 points de moins. Ron sortit sa baguette, mais Hermione lui écarta le bras en murmurant « Non !»« Sage initiative, Granger, » dit Malfoy dans un souffle. « Une nouvelle directrice s'installe et une nouvelle ère commence. Sois sage, petit Potter. Et toi aussi, mon bon roi Ouistiti. » Éclatant d'un grand rire, il s'éloigna en compagnie de Crabbe et de Goyle. « Il bluffait !» dit Ernie, l'air effaré. « Il ne peut pas avoir le droit d'enlever des points. Ce serait ridicule. Ça détruirait complètement le système des préfets. » Mais Harry, Ron et Hermione s'étaient machinalement tournés vers le mur où s'alignaient les niches abritant les sabliers géants qui servaient à compter les points des différentes maisons. Le matin même, Gryffondor et Serdaigle étaient en tête dans une lutte serrée pour la première place. Au moment même où ils regardèrent, des pierres remontèrent de bas en haut, diminuant le niveau de la partie inférieure du sablier. En fait, le seul sablier qui demeurait inchangé était celui de Serpentard rempli d'émeraudes. « Vous avez vu ça ?» dit la voix de Fred. Georges et lui venaient de descendre l'escalier de marbre et les avaient rejoints devant les sabliers. « Malfoy vient de nous enlever une 30aine de points en tout !» dit Harry d'un ton furieux tandis qu'il voyait encore quelques pierres remonter dans la partie supérieure du sablier de Gryffondor. « Ouais, Montag a essayé de nous faire le même coup pendant la récréation, » dit Georges. « Qu'est-ce que tu entends par essayer ?» demanda aussitôt Ron. « Il n'a pas réussi à prononcer sa phrase en entier, » expliqua Fred, « pour la simple raison qu'on l'a forcé à entrer la tête la première dans l'armoire à disparaître du premier étage. » Hermione parut choquée. « Mais vous allez vous attirer de terribles ennuis. » « Pas tant que Montag ne sera pas réapparu, ce qui pourrait prendre des semaines. Je ne sais pas où nous l'avons envoyé, » dit Fred avec froideur. « De toute façon, on a décidé qu'on s'en fiche désormais de s'attirer des ennuis. »« Parce qu'avant, vous ne vous en fichiez pas ?» demanda Hermione. « Non, bien sûr, » dit Georges. « La preuve, on ne s'est jamais fait renvoyer. »« On a toujours su où était la limite, » dit Fred. « On a peut-être posé un orteil dessus, à l'occasion, » admit Georges. « Mais nous ne sommes jamais allés jusqu'au vrai grand chambardement, » dit Fred. « Et maintenant ?» demanda Ron d'un ton hésitant. « Eh bien, maintenant, » dit Georges. « Après le départ de Dumbledore, » ajouta Fred, « nous avons pensé que notre nouvelle directrice, » reprit Georges, « méritait bien un peu de chambardement. »« Ne faites surtout pas ça, » murmura Hermione. « Surtout pas. Elle serait ravie d'avoir une bonne raison de vous renvoyer. »« Je crois que tu ne nous as pas très bien compris, Hermione, » répondit Fred avec un sourire. « Nous n'avons plus envie de rester. Nous partirions volontiers à l'instant même si nous n'étions pas décidés à faire un petit quelque chose en hommage à Dumbledore. » Il consulta sa montre. La phase 1 ne va pas tarder à commencer. Si j'étais vous, j'irais tout de suite m'installer dans la grande salle pour déjeuner, comme ça les profs verront que vous n'êtes pas dans le coup. »« Dans quel coup ?» interrogea Hermione d'une voix anxieuse. « Tu verras bien, » dit Georges. « Allez-y maintenant. » Fred et Georges tournèrent les talons et se fondirent dans la foule des élèves qui descendaient l'escalier de marbre pour aller déjeuner. L'air passablement décontenancé, Ernie marmonna quelque chose à propos d'un devoir de métamorphose inachevé et s'éloigna à toutes jambes. « Je crois que nous devrions filer d'ici, » dit Hermione toujours nerveuse, « simplement au cas où... »
Ouais, d'accord, approuva Ron. Tous trois se dirigèrent vers la grande salle, mais à peine Harry avait-il eu le temps de jeter un coup d'œil aux nuages blancs qui filaient dans le ciel enchanté que quelqu'un lui tapota l'épaule. Il se retourna et se retrouva presque nez à nez avec Rusard, le concierge. Harry fit hâtivement plusieurs pas en arrière. Rusard gagnait à être vu avec une certaine distance. « La directrice voudrait vous voir, Potter !» dit-il avec un regard mauvais. « Je n'y suis pour rien », répondit bêtement Harry, en pensant à ce que George et Fred préparaient. Rusard eut un rire silencieux qui fit trembloter ses bajoux. « Mauvaise conscience, hein ?» dit-il d'une voix sifflante. « Suivez-moi !» Harry jeta un coup d'œil à Ron et à Hermione, tous deux inquiets. Il haussa les épaules et suivit Rusard qui se dirigea vers le hall d'entrée en remontant le courant des élèves affamés. Rusard semblait de très bonne humeur. En gravissant les marches de l'escalier de marbre, il chantonna quelque chose de sa voix grinçante, et lorsqu'ils arrivèrent au premier étage, il lança soudain « Les choses changent ici, hein, Potter ?» « J'ai remarqué, » répliqua froidement Harry. « Eh oui, pendant des années et des années, j'ai répété à Dumbledore qu'il était trop faible avec vous, » dit Rusard avec un ricanement féroce. « Bande de répugnants, petits gorets. Vous n'auriez jamais fait éclater des boules puantes dans le château si vous aviez su qu'il était en mon pouvoir de vous fouetter jusqu'à l'os, n'est-ce pas? Et personne n'aurait eu l'idée de lancer dans les couloirs des frisbees à dents de serpent si j'avais eu la possibilité de vous pendre par les pieds dans mon bureau. Pas vrai? Mais quand le décret d'éducation numéro 29 entrera en vigueur, Potter, j'aurai le droit de faire tout cela. Et elle a demandé au ministre de signer l'ordre d'expulsion de Peeves. Oh oui, les choses seront bien différentes ici, avec elle, aux commandes. Ombrage avait dû aller assez loin pour mettre ainsi Rusard de son côté, songea Harry. Et le pire, c'était qu'il constituerait pour elle une arme redoutable. Seuls les jumeaux Weasley pouvaient prétendre en savoir plus que lui sur les passages secrets et les cachettes de Poudlard. Nous y voilà, dit-il en jetant à Harry un regard mauvais. Il frappa à 3 reprises à la porte d'Ombrage et entra. Le jeune Potter est là, madame, annonça-t-il. Le bureau que Harry connaissait bien pour y avoir passé de nombreuses heures de retenue n'avait pas changé. Le seul élément nouveau était la grosse plaque de bois qui s'étalait en travers de la table et sur laquelle était écrit en lettres d'or le mot « directrice ». Son éclair de feu et les brosses dures de Fred et George qu'il vit avec un pincement au cœur étaient à présent attachés par une chaîne cadenassée à un gros piton de fer planté dans le mur du fond. Assise derrière son bureau, Ombrage écrivait d'un air affairé sur l'un de ses parchemins roses. En les voyant arriver, elle leva les yeux et sourit largement. « Merci, Arcus !» dit-elle d'une voix douce. « Je vous en prie, madame. Oh, c'était un plaisir. » répondit Rusard, qui s'inclina aussi profondément que ses rhumatismes le lui permettaient et sortit à reculons. « Asseyez-vous !» dit sèchement Ombrage. Elle lui montra une chaise. Harry s'assit et elle continua à écrire pendant un certain temps. Il regarda les affreux chatons gambader dans leurs assiettes au-dessus de la tête d'Ombrage et se demanda quelles horreurs elle lui réservait cette fois-ci. À nous, maintenant, dit-elle enfin. Elle posa sa plume et le regarda comme un crapaud, s'apprêtant à avaler une mouche particulièrement juteuse. Alors, qu'est-ce que vous voulez boire? Pardon, dit Harry, qui était sûr d'avoir mal entendu. Est-ce ce que vous voulez boire, monsieur Potter? dit-elle, le sourire encore plus large. Du thé? Du café? Du jus de citrouille? À chaque boisson qu'elle nommait, elle donnait un petit coup de baguette magique et une tasse ou un verre apparaissait aussitôt sur la table. « Rien, merci »,
répondit Harry. Je souhaiterais que vous buviez quelque chose en ma compagnie, Insista-t-elle avec une douceur qui devenait menaçante. choisissez. Très bien. Du thé, alors, répondit Harry en haussant les épaules. Elle se leva et ajouta du lait avec un soin tout particulier, le dos tourné vers lui. Puis, la tasse à la main, elle contourna le bureau. Un sourire d'une amabilité sinistre s'étalait sur son visage. « Voilà !» dit-elle en lui tendant le thé. « Buvez-le avant qu'il ne refroidisse, voulez-vous ? Maintenant, Monsieur Potter, je pense que nous devrions avoir une petite conversation après les pénibles événements de la nuit dernière. » Il ne répondit rien. Elle retourna s'installer dans son fauteuil et attendit. Après un long moment de silence, elle lança d'un air joyeux. « Vous ne buvez pas ?» Il porta la tasse à ses lèvres, puis tout aussi soudainement l'éloigna à nouveau. L'un des horribles chatons peints, derrière Ombrage, avait de grands yeux ronds et bleus, identiques à l'œil magique de Maugret. Et Harry venait de penser à ce que Folleuil dirait s'il apprenait qu'il avait accepté de boire quelque chose offert par un ennemi déclaré. « Qu'y a-t-il » demanda Ombrage, les yeux toujours fixés sur lui. « Vous voulez du sucre ?»« Non » répondit Harry. Il porta à nouveau la tasse à ses lèvres et fit semblant de boire une gorgée tout en maintenant sa bouche hermétiquement close. Le sourire d'Ombrage s'élargit. « Bien !» murmura-t-elle. « Très bien. Et maintenant ?» Elle se pencha un peu en avant. « Où est Albus Dumbledore ?» « Aucune idée, » répliqua aussitôt Harry. « Buvez, buvez !» reprit-elle, toujours souriante. « Monsieur Potter, cessons les enfantillages, hein ? Je sais parfaitement que vous connaissez le lieu où il se cache. Dumbledore et vous êtes ensemble dans cette affaire depuis le début. Songez à votre situation, Monsieur Potter. » « Je ne sais pas où il est. » Harry fit à nouveau semblant de boire. « Très bien, » dit Ombrage, l'air mécontent. « Dans ce cas, vous allez avoir l'amabilité de me dire où se trouve Sirius Black. » Harry sentit son estomac chavirer et ses mains se mirent à trembler tellement que la tasse cliqueta dans sa soucoupe. Les lèvres serrées, il fit encore une fois semblant de boire et un peu de liquide chaud coula sur sa robe de sorcier. « Je n'en sais rien, » répondit-il un peu trop vite. Monsieur Potter, reprit Ombrage, je voudrais vous rappeler que c'est moi qui ai failli attraper le criminel Black dans la cheminée de Gryffondor en octobre dernier. Je sais parfaitement qu'il était venu vous voir, et si j'en avais la moindre preuve, vous pouvez être certain que ni lui ni vous ne seriez en liberté à l'heure actuelle. Alors, je vous répète, Monsieur Potter, où est Sirius Black ? Aucune idée, dit Harry d'une voix sonore. Je ne sais pas du tout. Ils s'observèrent un si long moment que Harry sentit les larmes lui venir aux yeux. Soudain, Ombrage se leva. Très bien. Potter, cette fois, je vais vous croire sur parole. Mais je vous avertis, j'ai derrière moi la puissance du ministère. Tous les moyens de communication de cette école avec le monde extérieur sont sous contrôle. Un régulateur du réseau des cheminées chargé de surveiller tous les feux de Poudlard, sauf le mien, bien entendu. Ma brigade inquisitoriale ouvre et lit tout le courrier qui arrive au château ou qui en sort. Et Monsieur Rusard observe tous les passages secrets qui mènent vers l'extérieur. Si je découvre la moindre petite preuve... Boum ! Le sol du bureau se mit à trembler. Ombrage glissa de côté, en se cramponnant à sa table pour ne pas tomber. Elle paraissait ébranlée. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Elle regarda la porte. Harry en profita pour vider sa tasse presque pleine dans les fleurs séchées du vase le plus proche. Au-dessous, il entendait des gens courir et hurler. « Retournez déjeuner, Potter !» s'écria Ombrage. Sa baguette brandie, elle se roua hors du bureau. Harry lui laissa quelques secondes d'avance, puis se hâta de sortir à son tour pour aller voir la cause du tumulte. Elle ne fut pas difficile à découvrir.
À l'étage au-dessous régnait un véritable chaos. Quelqu'un, et Harry avait une idée très précise de l'identité des coupables, avait allumé le contenu d'une énorme boîte de feux d'artifice magique. Des dragons, entièrement constitués d'étincelles vert et or, volaient dans les couloirs en produisant des explosions assourdissantes. Des soleils d'1,50 m de diamètre, d'un rose criard, traversaient les airs dans un sifflement meurtrier, tel des soucoupes volantes. Des fusées au long sillage d'étoiles argentées ricochaient sur les murs. Des cierges magiques écrivaient tout seuls des jurons qui restaient suspendus en l'air. Des pétards explosaient partout comme des mines et au lieu de se consumer, de s'estomper ou de perdre leur élan, tous ces miracles pyrotechniques semblaient gagner en énergie et en mouvement sous les yeux de Harry. Rusard et Ombrage, pétrifiés d'horreur, se tenaient côte à côte au milieu de l'escalier. Soudain, l'un des plus grands soleils parut se sentir à l'étroit. Dans un sifflement sinistre, il tourna sur lui-même et fonça sur Ombrage et Rusard, qui poussèrent un hurlement de terreur en se baissant pour l'éviter. Puis il s'envola par la fenêtre et traversa le parc. Pendant ce temps, plusieurs dragons et une chauve-souris violette, qui dégageait une fumée menaçante, profitèrent de la porte ouverte au bout du couloir pour s'échapper vers le 2e étage. « Dépêchez-vous, Rusard! Vite !» hurla Ombrage. « Il faut faire quelque chose, sinon il y en aura partout! Stupéfixe !» Un jet de lumière rouge jaillit de l'extrémité de sa baguette et frappa l'une des fusées. Mais au lieu de s'immobiliser dans les airs, la fusée explosa avec une telle force qu'elle fit un grand trou dans un tableau qui représentait une sorcière à l'air mièvre au milieu d'une prairie. La sorcière parvint à s'échapper de justesse et réapparut quelques instants plus tard, écrasée dans le tableau voisin, où 2 sorciers qui jouaient aux cartes se levèrent aussitôt pour lui faire de la place. « Il ne faut surtout pas les stupéfixer, Rusard !» s'exclama Ombrage avec colère, comme si c'était lui qui avait prononcé la formule magique. « Vous avez raison, madame la directrice !» répondit-il de sa voix sifflante. Rusard, qui était un craque-molle, aurait été aussi incapable de stupéfixer les feux d'artifice que de les avaler. Il se précipita vers un placard proche, en sortit un balai, et se mit à donner de grands coups en l'air pour essayer de repousser fusées, soleil et dragons. Quelques secondes plus tard, son balai était en feu. Harry en avait vu suffisamment. Éclatant de rire, il courut, penché en avant, vers une porte qu'il connaissait dissimulée par une tapisserie du couloir. Il l'ouvrit, se glissa par l'entrebâillement et se retrouva nez à nez avec Fred et George qui s'étaient cachés là. Secoués d'un rire étouffé, les jumeaux écoutaient les hurlements d'Ombrage et de Rusard. « Impressionnant !» chuchota Harry avec un sourire. « Très impressionnant. Vous n'aurez aucun mal à réduire le docteur Flibuste au chômage. »« Merci !» murmura George qui essuyait des larmes de rire. « J'espère qu'elle va essayer un sortilège de disparition la prochaine fois. Ça les multiplie par 10. » Cet après-midi-là, les feux d'artifice continuèrent d'exploser et de se répandre dans toute l'école. Malgré le désordre qu'ils semaient sur leur passage, surtout les pétards, les autres professeurs ne semblaient pas s'en formaliser. « Tiens, voyez-vous ça ?» dit le professeur McGonagall d'un ton sardonique, tandis que l'un des dragons surgissait dans sa salle de cours en émettant de puissantes détonations et de longs jets de flammes. « Miss Brown, voulez-vous bien courir prévenir madame la directrice qu'un feu d'artifice est venu se réfugier dans notre classe ?» Le professeur Ombrage dut ainsi passer son premier après-midi de directrice à courir d'un bout à l'autre de l'école pour répondre aux demandes des autres enseignants dont aucun ne semblait capable, sans son aide, de débarrasser sa classe des feux d'artifice vagabonds. Lorsque la cloche sonna à la fin du dernier cours de la journée et que tout le monde retourna à la tour de Gryffondor, Harry eut l'immense satisfaction de voir une Ombrage échevelée, couverte de suie et le visage en sueur, sortir d'un pas titubant de la classe du professeur Flitwick. « Merci beaucoup, professeur !» dit Flitwick de sa petite voix flûtée. « Certes, j'aurais pu me débarrasser moi-même de ces cierges magiques, mais je n'étais pas sûr d'avoir l'autorité nécessaire pour cela. » Rayonnant, il referma la porte de sa classe, le visage hargneux d'Ombrage. Ce soir-là, dans la salle commune de Gryffondor, Fred et George furent traités en héros. Hermione elle-même se fraya un chemin parmi la foule des élèves surexcités pour les féliciter de vive voix. « Ces feux d'artifice étaient une merveille, dit-elle, avec admiration.
Merci, répondit Georges, qui paraissait à la fois surpris et content. Ça s'appelle les Feu-Fou Fusboom. Qualité Wesley, précisa-t-il. Le seul ennui, c'est qu'on a utilisé tout notre stock. Il va falloir recommencer la fabrication depuis le début maintenant. Ça valait la peine, dit Fred, qui prenait les commandes d'élèves vociférant d'enthousiasme. Si tu veux ajouter ton nom à la liste d'attente, Hermione, c'est 5 galions la boîte flambée de base et 20 pour la déflagration de luxe. Hermione retourna à la table où Harry et Ron étaient assis et contemplaient leurs sacs comme s'ils espéraient que leur devoir allait en jaillir tout seul et se faire de même. « Si on prenait plutôt une soirée de repos ?» proposa Hermione d'un ton allègre alors qu'une fusée au sillage d'étoiles argentées passait devant la fenêtre. « Après tout, les vacances de Pâques commencent vendredi. On aura tout notre temps à ce moment-là. »« Tu te sens bien ?» demanda Ron en la regardant d'un air incrédule. « Maintenant que tu m'en parles, répondit joyeusement Hermione, il est vrai que je me sens un peu rebelle. » Lorsqu'il monta dans le dortoir en compagnie de Ron, Harry entendait encore les explosions lointaines de pétards égarés. Tandis qu'il se déshabillait, un cierge magique flotta devant la tour en inscrivant dans le ciel le mot « crotte ». Harry se mit au lit en bâillant. Sans ses lunettes, les feux d'artifice qu'il voyait encore passer de temps en temps devant la fenêtre paraissaient flous comme des nuages d'étincelles beaux et mystérieux qui se détachaient contre le ciel noir. Il se tourna sur le côté en se demandant ce qu'Ombrage ressentait à l'issue de ce premier jour où elle avait exercé les fonctions de Dumbledore et comment Fudge réagirait quand il apprendrait que l'école avait été plongée pendant la plus grande partie de la journée dans un état de désordre avancé. Avec un sourire, Harry ferma les yeux. Les sifflements et les explosions des pétards échappés dans le parc semblaient à chaque fois plus distants. Ou peut-être était-ce lui qui s'en éloignait. Il s'était retrouvé directement dans le couloir du département des mystères. Il courait vers la porte noire et lisse. Qu'elle s'ouvre, qu'elle s'ouvre. Elle s'ouvrait. Il entrait à nouveau dans la salle circulaire où s'alignaient les autres portes. Il la traversait, posait la main sur une porte identique qui s'ouvrait à son tour vers l'intérieur. À présent, il pénétrait dans une longue pièce rectangulaire où l'on entendait un étrange cliquetis mécanique. Des taches de lumière dansaient sur les murs, mais il ne s'arrêtait pas pour essayer d'en savoir plus. Il devait continuer. Une nouvelle porte apparaissait tout au bout. Elle aussi s'ouvrait dès qu'il la touchait. Maintenant, il était dans une pièce faiblement éclairée, aussi vaste qu'une église, et remplie d'innombrables rangées de hautes étagères sur lesquelles s'entassaient de petites sphères poussiéreuses en verre filé. L'excitation faisait battre son cœur de plus en plus vite. Il savait où aller. Il se mit à courir, mais ses pas ne produisaient aucun son dans l'immense pièce déserte. Il y avait dans ce lieu quelque chose qu'il désirait ardemment, quelque chose qu'il voulait à tout prix, ou que quelqu'un d'autre voulait à tout prix. Sa cicatrice lui faisait mal. Bang! Harry se réveilla en sursaut, désorienté et furieux. Des rires s'élevaient dans le dortoir obscur. « Super !» s'exclama Simus dont la silhouette se découpait contre la fenêtre. « Je crois qu'un des soleils a heurté une fusée et c'est comme s'ils avaient eu des petits. Venez voir !» Harry entendit Ron et Dean se précipiter hors de leur lit pour assister au spectacle. Il resta étendu, immobile et silencieux, tandis que la douleur de sa cicatrice s'estompait et qu'une terrible déception l'envahissait. Il avait l'impression qu'on lui avait arraché au dernier moment un merveilleux bonheur. Il était arrivé si près, cette fois-ci. Des porcelets ailés, roses et argentés, brillaient à présent devant les fenêtres de la tour de Gryffondor. Harry ne bougea pas. Il écouta les exclamations admiratives qui s'élevaient des dortoirs du dessous. Un spasme nauséeux lui noua l'estomac lorsqu'il se rappela qu'il avait un cours d'occlumencie le lendemain soir. Harry passa la journée du lendemain à redouter ce que Rogue allait dire si jamais il s'apercevait qu'il avait pénétré si loin dans le département des mystères au cours de son dernier rêve. Avec un brusque accès de culpabilité, il réalisa qu'il n'avait fait aucun exercice d'occlumencie depuis leur dernier cours. Il s'était passé trop de choses depuis que Dumbledore était parti. Il était certain qu'il ne serait pas parvenu à se vider l'esprit, même s'il avait essayé. Il doutait cependant que Rogue accepte une telle excuse. Il tenta de faire quelques exercices de dernière minute pendant les cours de la journée, mais sans succès.
Hermione ne cessait de lui demander ce qui n'allait pas chaque fois qu'il demeurait silencieux, en s'efforçant de se débarrasser de toute pensée et de toute émotion. Finalement, le meilleur moment pour se vider l'esprit n'était pas celui où les... Vous vous êtes exercé? Oui, mentit Harry, le regard fixé sur un des pieds du bureau. C'est ce que nous allons voir très vite, Répondit Rogue d'une voix veloutée. Sortez votre baguette, Potter. Harry se mit à sa place habituelle face à Rogue, de l'autre côté du bureau. Il sentait son cœur battre à tout rompre, de fureur contre Cho et d'angoisse à l'idée de ce que Rogue allait encore lui sortir de la tête. Attention à 3, dit Rogue, contempla la pancine. Il sentait la curiosité monter en lui. Qu'est-ce que Rogue tenait tant à lui cacher? Le reflet des lueurs argentées tremblait sur le mur. Harry fit 2 pas en direction du bureau. Il réfléchissait. Se pouvait-il que Rogue cherche à lui dissimuler des informations sur le département des mystères? Le cœur battant, plus vite et plus fort que jamais, Harry jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Combien de temps faudrait-il à Rogue pour libérer Montag des toilettes? Reviendrait-il directement dans son bureau ou accompagnerait-il Montag à l'infirmerie? Cette dernière hypothèse était la plus vraisemblable. Montag était capitaine de l'équipe de Quidditch de Serpentard. Rogue voudrait s'assurer qu'il était en bonne santé. Harry parcourut les 2 derniers mètres qui le séparaient de la pancine et plongea son regard dans ses profondeurs. Il hésita, l'oreille aux aguets, puis sortit à nouveau sa baguette magique. Le bureau et le couloir étaient totalement silencieux. Du bout de sa baguette, il remua légèrement le contenu de la bassine de pierre. Les filaments argentés se mirent à tourbillonner très vite. Harry se pencha en avant et vit qu'ils étaient devenus transparents. Cette fois encore, il distinguait l'intérieur d'une grande pièce, comme s'il l'avait regardée à travers une fenêtre circulaire aménagée dans le plafond. S'il ne se trompait pas, c'était la grande salle qu'il avait sous les yeux. Son souffle embuait les pensées de Rogue. Son cerveau lui semblait plongé dans d'étranges limbes. Faire ce qui le tentait tellement serait un acte de folie. Il s'était mis à trembler. Rogue pouvait revenir à tout moment, mais Harry pensa à la colère de Cho, à l'expression narquoise de Malfoy, et un accès de témérité le saisit soudain. Il prit une profonde inspiration et plongea son visage dans les pensées de Rogue. Aussitôt, le sol de la pièce bascula, projetant Harry tête la première dans la pancine. Emporté par un tourbillon furieux, il fit une longue chute dans une obscurité glacée, puis il se retrouva au milieu de la grande salle. Mais les 4 tables auxquelles les élèves des différentes maisons prenaient leur repas avaient disparu. À la place, il y avait une bonne centaine de tables beaucoup plus petites, tournées dans la même direction. Un élève était assis à chacune d'elles, la tête penchée, occupé à écrire sur un rouleau de parchemin. On n'entendait que le grattement des plumes et de temps en temps un froissement de papier lorsque quelqu'un remuait son parchemin. De toute évidence, c'était un jour d'examen. Le soleil projetait des flots de lumière à travers les hautes fenêtres, illuminant les têtes penchées qui étincelaient de reflets bruns, cuivrés ou dorés, selon la couleur des cheveux. Harry regarda précautionneusement autour de lui. Rogue devait être présent quelque part. C'était son souvenir. En effet, il était là, juste derrière Harry, qui l'observa attentivement. Rogue, adolescent, paraissait maigre, noueux et blafard, comme une plante qu'on aurait abandonnée dans l'obscurité. Ses cheveux longs, ternes et graisseux pendaient sur la table, et son nez crochu touchait presque le parchemin sur lequel il écrivait. Harry s'approcha pour regarder par-dessus l'épaule de Rogue l'intitulé du questionnaire d'examen. Défense contre les forces du mal, brevet universel de sorcellerie élémentaire. Rogue devait donc avoir 15 ou 16 ans, à peu près l'âge de Harry. Sa main volait littéralement à la surface de son parchemin. Il avait écrit au moins 30 cm de plus que ses voisins les plus proches, malgré son écriture minuscule et serrée. « Plus que 5 minutes, hein !» La voix fit sursauter Harry. Il se retourna et vit le sommet du crâne de Flitwick qui avançait un peu plus loin entre les tables. Le professeur Flitwick passa devant un élève aux cheveux noirs ébouriffés, très ébouriffé. Harry se déplaça si vite
qu'il aurait tout renversé sur son passage s'il avait été à l'état solide. En fait, il lui sembla qu'il glissait, comme dans un rêve, tandis qu'il traversait 2 rangées de tables et en remontait une 3e. Le dos de l'élève aux cheveux noirs se rapprocha et le garçon s'était redressé à présent. Il posait sa plume, reprenait son parchemin au début pour relire ce qu'il avait écrit. Harry s'arrêta devant la table et regarda son père, âgé de 15 ans. Il éprouva au creux de l'estomac un brusque sentiment d'excitation. C'était comme s'il avait contemplé son propre portrait à quelques erreurs près. Les yeux de James étaient couleur noisette, son nez légèrement plus grand que celui de Harry, et il n'y avait pas de cicatrice sur son front. Mais il avait le même visage mince, la même bouche, les mêmes sourcils. Les cheveux de